Bonjour, je suis avec Catherine Gauthier de la librairie La Jarige à La Baule et on se retrouve avec un invité exceptionnel, chère Catherine, Olivier Bourdeau en personne qui vient nous voir. C'est un paradoxe parce qu'on est vraiment content de l'avoir, Olivier Bourdeau, et on sait qu'on est content de l'avoir parce que d'abord, c'est actuellement l'une des meilleures publicités qu'il fait à la Presqu'île, super représentant de la Presqu'île, et on est doublement content de l'avoir parce qu'on ne le croise pas à chaque coin de rue tous les jours, parce qu'il habite en Espagne. Voilà. Et il vient nous présenter son dernier livre, Pactum Salis. Je me suis régalé. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi après. Je vais te dire pourquoi. Il y a plein de choses que j'ai trouvées. Ah oui, Olivier. D'abord, Catherine, peut-être un mot d'introduction pour parler d'Olivier Bourdeau. Oui, très volontiers. Alors nous avons eu envie d'inviter Olivier pour de multiples raisons, dirais-je. La première, c'est bien entendu la demande des lecteurs, qui d'ailleurs seront très nombreux à la librairie tout à l'heure, puisque plus de 75 personnes sont déjà inscrites. Et qu'on se demande un petit peu où on va pouvoir les faire tous cohabiter, disons. La seconde, et surtout, c'est que Olivier Bourdeau a connu donc un immense succès en publiant En attendant Bojangles en janvier 2016, si je ne me trompe pas. Vous avez raison. Sachant que la librairie a, elle, ouvert en décembre 2015. Donc, il a contribué au chiffre d'affaires des premières semaines de la librairie. Totalement, totalement. D'une part, je dirais que nos deux vocations se sont concrétisées d'une certaine manière au même moment, puisque un romancier devient réellement romancier le jour où il est publié. C'est quand même la consécration. De même qu'une libraire devient libraire le jour où elle ouvre la librairie. Et puis d'autre part, dès le premier jour de la parution, nous avions eu des commandes très importantes pour ce livre que nous ne connaissions pas, je dois avouer, par des connaissances directes ou indirectes d'Olivier, ce qui m'ont amené à lire le livre, à le dévorer. Au départ, j'étais très attirée, notamment par la couverture, et avoir la chance de lire ce texte avant qu'on en parle trop, donc avec une forme d'innocence en réalité, et donc de tomber sous le charme en toute innocence, là encore. Alors Catherine, je vous laisse commencer peut-être, première question. Bien entendu. Donc, l'histoire d'Olivier, l'histoire récente, dirais-je, est relativement médiatisée. Une jeunesse nantaise, une absence de passion pour les études, dirions-nous. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On va formuler ça comme ça. Une jeunesse dans un dégoût. Un dégoût pour les études. Un dégoût. Oui. Avec néanmoins une jeunesse dans un environnement plutôt privilégié, je pense aussi, socialement et surtout culturellement. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on n'aime pas les études, que l'on s'ennuie pas mal et qu'on a accès à une immense bibliothèque ? Eh bien, on lit énormément. Mais je crois qu'il y a deux choses qui sont primordiales pour créer l'imagination. C'est l'ennui, que notre société ne connaît plus, puisqu'on a le monde dans notre poche, et la lecture qui a cet avantage par rapport à la télé, de faire travailler les méninges, et par conséquent, l'ennui et la lecture sont les deux raisons pour lesquelles je suis entre vous aujourd'hui. Voilà, je me suis beaucoup ennuyé et j'ai beaucoup lu. Olivier appartient finalement, j'allais dire, à cette catégorie de gens qui représentent sur l'échiquier social un infime pourcentage de gens qui sont un peu autodidactes, débrouillards, observateurs. Et parmi ces gens qui ont un peu ce dégoût pour les études, qui laissent ça un peu de côté, qui aiment quand même vivre, qui aiment le bon vivre, vous en avez une grande partie qui s'écarte parce qu'ils n'ont peut-être pas le sens de l'observation que peuvent avoir d'autres personnes, et d'autres qui ont un peu plus le sens d'être plus malins, d'être plus débrouillards, s'infiltrent, reconnaissent les rouages de la société, reconnaissent les portes dérobées, et ce sont ceux-là que l'on retrouve. Ils créent des journaux, ils font des livres à succès, ils font du cinéma, ils font de la politique, ou ils créent une start-up et ils deviennent millionnaires. Et voilà, je suis désolé, je suis très heureux de l'entendre. Je suis très gêné. Je suis heureux de rentrer dans la catégorie que vous considérez comme quasi inexistante. Voilà, je suis très rare. Oui. 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 Non, mais j'ai bien vu qu'il y avait une déclaration en miroir de cette histoire que rajouter absolument rien.
ce n'est pas à moi de me lancer des fleurs, j'accepte celles que vous me lancez. Voilà, je suis... Mais ce livre est un peu le miroir d'Olivier Bourdeau, j'ai le sentiment, dans ce Parisien un peu fêtard, éméché. Oui. En fait, les deux personnages que je décris, que je fais naître, ce sont deux versions abouties de ce que j'aurais voulu être à une période, de ce que j'ai échoué à devenir. Michel est devenu agent immobilier, il a fait fortune dans l'immobilier. Moi, j'ai échoué dans l'immobilier et durant 10 ans, j'ai dû vendre 3 biens, ce qui est largement insuffisant pour faire plaisir à ses patrons. J'ai été souvent renvoyé et donc c'est vrai, quand j'ai commencé l'immobilier, j'étais persuadé de faire fortune et puis j'ai commencé l'immobilier, j'étais dans un grand appartement, celui de mes parents, qui faisait 200 mètres carrés. Vous avez dit que j'avais eu la chance de naître dans un milieu social avantagé et au bout de 10 ans dans l'immobilier, j'ai fini dans une chambre de bonne de 12 mètres carrés. Autant vous dire que ça n'est pas le symbole d'une réussite flamboyante dans ce secteur, voilà. Bien, je m'adresse à ceux qui nous écoutent, qui il y a peut-être 15 ans ou 20 ans, n'ont pas confié leurs biens à Olivier Bourdeau, ont retiré leurs biens à Olivier Bourdeau. Je vous dis merci, vous avez rendu un grand service à la littérature française. C'est très gentil. Je suis le fruit de tous mes échecs. Ce sont mes échecs qui me mettent entre vous aujourd'hui. Si j'avais réussi à chaque fois que j'avais entrepris quelque chose, je ne serais certainement pas dans l'écriture. C'est Houellebecq qui disait qu'on était le fruit de ses frustrations et donc je suis le fruit de mes frustrations. Pendant quelques années, je suis heureux d'avoir autant échoué. Voilà, ça forge. Cité c'est très bien d'avoir cité Houellebecq. Je l'avais en tête, je l'avais gardé dans un coin. J'ai trouvé dans ce style, dans cette littérature d'Olivier Bourdeau, un côté un peu insolent, non conformiste, un peu provoque, qui rappelle par certains moments du Houellebecq, qui est pas comme du Dantec, voilà, pas comme du Maurice Dantec, qui est mort il n'y a pas très longtemps, mais il est à la frontière. J'ai l'impression que Olivier Bourdeau commence à trouver une patte qui va vers la provoque, vers l'insolent, et j'aime bien. Il y a une phrase culte dans le livre. Je m'en souviendrai tout le temps de cette phrase. La France était la fille aînée de l'Église, elle devient la fille aînée des ronds-points. Moi, je trouve que c'est excellent. Oui, sur Guérande. Alors, à propos de Guérande. Oui, j'ai constaté, parce que ça fait longtemps que je n'étais pas revenu en automobile dans le coin, qu'il y avait beaucoup plus de ronds-points qu'auparavant. C'est une malédiction de notre pays. Ça, c'est le fruit de ma lecture intensive de la presse. Le hasard a fait que je suis tombé en 2 jours sur un article disant qu'on détruisait les églises. Ça, je le savais, mais pas dans ces proportions. Il y a 40 000 églises en France, on les détruit. Par conséquent, on ne construit pas beaucoup d'églises ces derniers temps. Le nombre de pratiquants est aussi très limité. Ça ne va pas mais c'est pas une raison pour les détruire. Et le lendemain, je tombe sur un article disant que notre pays était le champion du monde des ronds-points. Et il y en a 35 000, je crois. Donc je me suis dit que si on continuait à détruire des églises et qu'on continuait à construire des ronds-points, il y aurait bientôt plus de ronds-points dans notre pays que d'églises. Et je crois savoir qu'il y a très très peu de touristes qui se déplacent en France pour visiter les ronds-points. Et donc je trouve ça absolument désolant. Donc nous sommes là. Et puis il y a un symbole, le rond-point, c'est tourner en rond, hésiter. C'est propre à ce qu'on connaît en France depuis déjà une 40aine d'années, Olivier. Oui. Oui, 40 ans. Oui, voilà, oui, c'est vrai. C'est à peu près le début où on a commencé à tourner en rond, puis on continue joyeusement. Et puis à l'autre côté un peu insolent, c'est une phrase à un moment, Michel voit une femme d'une 50aine d'années à peu près, il apprend qu'elle est veuve depuis 3 ans. Là, il n'y a qu'un mec pour avoir écrit ça, mais là, c'est vrai que c'est partagé, je pense. Il n'y a pas un mec qui ne penserait pas ce qui a été dit dans le livre. Voilà. Grosso modo, elle n'a pas fait l'amour depuis 3 ans. Je le dis de façon très soft. C'est la première fois qu'on me parle de ce passage, alors je n'ai pas de réponse toute faite. Oui, que voulez-vous que je vous dise? Ça m'embarrasse un peu, parce que c'est assez pratique d'être derrière son ordinateur quand on écrit des âneries. Oui. Je ne me défoule pas parce que je me suis quand même assez contrôlé dans ce roman, mais je suis souvent confronté, c'est assez normal, aux âneries que j'ai racontées, et parfois je n'ai pas de réponse. Mais je vous lance une invitation à vous défouler davantage dans les prochains. Ouais. Voilà. Bon, on me reproche de m'être trop défoulé déjà.
Vous allez voir, il y a un style qui se crée. Bon, Catherine est un peu choquée, non? Non, absolument pas. Non, au contraire, je partage tout à fait ce point de vue. Pardon. Il y a une vraie espièglerie qui m'amuse beaucoup, une espièglerie, un goût du burlesque, un sens du burlesque, bien entendu, parfois même du grotesque. Je trouve qu'il y a un petit côté Bouvard et Pécuchet entre ces deux garçons, dont vous allez probablement nous parler. Auparavant, j'aimerais bien que vous nous parliez quand même, puisque Yannick faisait allusion au tourisme, à la Presqu'île. Donc la Presqu'île qui est le lieu de ce nouveau roman. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Qu'est-ce que La Baule représente pour vous? Et comment est-ce que ces deux hommes y arrivent? Écoutez, comment résumer ça rapidement et de manière efficace? Je viens au Croisic depuis que je suis enfant. J'ai beaucoup vécu à La Baule. J'ai squatté chez des amis pendant des années. J'ai squatté chez mon frère au Pouliguen pendant 2 ans pour écrire mon premier roman, dans lequel je m'étais particulièrement défoulé, et c'est peut-être la raison pour laquelle personne n'en a voulu. Et il était très sombre, très cynique, très violent. Et donc, c'est un des rares endroits au monde où je me sens de chez moi. Je me sens plus chez moi entre le Croisic et La Baule qu'à Nantes, par exemple, où j'ai évolué pendant 30 ans. C'est un endroit absolument magique. Je déplore, évidemment, comme beaucoup de gens, toutes les belles villas du Remblai aient été saccagées pour transformer en immeubles. Je déplore également que les derniers permis de construire, j'ai pu constater ça en venant à pied, ne redressaient pas du tout la barre. C'est consternant. Enfin, je ne sais pas qui s'occupe de l'urbanisme ici, mais enfin... C'est pas Olivier Bourdeau. Non. Et pourtant... Je pensais qu'on avait atteint un niveau déjà élevé de laideur, et j'ai vu des nouvelles maisons qui étaient encore plus moches que ce qui était fait auparavant. Je suis très très triste. Je suis conservateur dans beaucoup de domaines. Je suis très conservateur en ce qui concerne l'architecture. Et vous avez la gentillesse de me loger aux Tourelles, au premier étage duquel il y a une grande photo de La Baule dans les années 20. Et on est passé du sublime au consternant, quoi. Alors, puisqu'il nous a fait un peu le rôle du maire adjoint à l'urbanisme, j'ai envie de lui demander s'il a un jour, il va se présenter à la mairie de La Baule. Non. Il y a un peu de provoque et un peu d'espièglerie dans cette question. Non. Parce qu'il avait envie. Ah oui. Si vous voulez, on reconnaît les imbéciles aux ambitions qu'ils se fixent, et moi, mon niveau était si bas. Enfin, plus je cumulais les échecs et plus mon niveau était bas, plus mes ambitions étaient grandes. C'est donc la définition de la bêtise dans beaucoup de domaines. Et c'est vrai qu'à un moment, je me promenais à La Baule, j'ai eu plein d'idées concernant cette ville, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de devenir maire. Puis c'était quand même assez sympathique lorsqu'on croisait des gens de dire, je vais devenir maire de La Baule. C'est un projet du hurluberlu. Je vous l'ai dit à vous d'ailleurs. Et vous êtes resté poli d'ailleurs. Vous avez souri, vous avez dit oui, c'est bien. Non, mais il y a aussi le général de Gaulle disait toujours qu'il faut toujours essayer de monter au sommet viser le sommet le plus haut possible, parce que c'est là où c'est dégagé, il y a moins de place. Alors. C'est vrai, mais à l'époque, ça semblait assez encombré. J'avais rencontré le maire qui m'avait dit que j'étais bien gentil, mais qu'il n'avait absolument pas besoin de mes talents. Voilà, bon écoutez... voilà. Oui, je le comprends. Moi aussi, je me serais passé de mes talents à cette époque-là. Oui, on aurait perdu beaucoup finalement. Comme quoi, la vie est faite de choses extraordinaires. La vie est belle finalement. Elle nous réserve plein de surprises. La vie est faite de surprises, la vie est faite de rencontres, y compris de rencontres très improbables. Et en l'occurrence, et je reviens à ce roman, puisque c'est vraiment ce qui me motive, bien entendu, je suis moins intéressée par la politique que Yannick, par la vie locale. Donc dans ce Pactum Salis, déjà, Olivier, est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que Pactum Salis? Eh bien écoutez, Amicitia Pactum Salis, c'est une locution latine qui signifie que l'amitié est éternelle, inaltérable, comme le sel. En l'occurrence, le roman contredit le titre. Néanmoins, comme la pratique des marais salants, du travail dans les marais salants remonte aux Romains, je trouvais que c'était un clin d'œil sympathique et adressé à ces chers Romains. Moi, ce Pactum Salis, j'en verrais un film. Parce que quand je l'ai lu, j'ai vu la projection. Je me suis plongé. Alors, c'est bien plus facile quand on habite sur la presqu'île et qu'on visualise les paysages qui sont présentés. J'imagine le paludier, Gérard Lanvin,
Et j'imagine Michel, oui, c'est ça, bourru, etc. Voilà. Si vous le connaissez, faites-le passer. Si vous il nous lit, il nous écoute. Et Olivier Bourdeau dans le rôle de Michel. Ah oui, mais alors là, faudrait... Parce qu'il y a ce côté quand même chez Olivier Bourdeau, au fond de lui. Je l'imagine très bien sur la terrasse de l'Ermitage. Il est beaucoup détesté par les gens, Michel. Ça fait maintenant 3 mois que j'ai la chance de me promener en France et de rencontrer des lecteurs. Les gens le détestent. Certaines personnes le détestent. Donc je vous remercie de m'attribuer un rôle détestable. Eh bien, moi, je ne le déteste pas. Il a ce côté dandy, sympathique, germano-pratin, presque, égaré sur la presqu'île, une sorte de bec BD des temps modernes. Bon, bah écoutez, moi j'ai de la tendresse pour lui. C'est pour ça. Oui, j'espère que ça se sent. J'espère que ça se sent. Mais ça n'est pas celui qui remporte les suffrages des cœurs et des têtes auprès des lecteurs que je rencontre. Moi je l'aime parce qu'au début, ce gars un peu méprisant et citadin avec sa Porsche va uriner sur le tas de sel du paludier. Il est complètement ivre, il dort, il y a une sorte de mépris. Vous travaillez là-dedans, c'est quoi ce truc-là? Enfin, il y a vraiment une sorte de mépris. Et en réalité, cet homme a un cœur, une bonté fantastique. Il l'invite à déjeuner, il a envie de le connaître, il a envie de pousser la brouette. Et moi, c'est ce contraste entre ces deux personnalités au sein de Michel qui m'attire et qui me le rend si sympathique. Mais je suis d'accord, il est odieux au début, dans ses premières descriptions. Néanmoins, il y a un facteur qui est très important, et ça je l'ai expérimenté tout au long de ma jeunesse, pour rendre les gens odieux sympathiques, c'est le ridicule. Et il est souvent ridicule, il devient forcément un peu plus sympathique, et c'est lui qui a le plus de démarches pour aller vers Jean, pour s'excuser, pour reprendre contact, pour essayer de comprendre quel est le monde de Jean. Et d'ailleurs, c'est vrai que Jean, pendant tout le roman, ne lui demande pas quelle est sa vie, comment est-ce qu'il a fait fortune. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est quelque chose dont je parle rarement. Oui. Il est plus ouvert, en tout cas. Il est odieux au début, mais plus ouvert tout au long du roman. Mais est-ce que parfois, chez les gens qui sont un peu odieux, méprisants vis-à-vis de l'autre, ça ne cache pas une énorme forme de timidité, de besoin d'amour aussi? Parce que dès qu'on découpe un peu la carapace, il y a toujours du bon. Oui, vous avez raison. J'ai à ce moment-là été extrêmement timide pendant toute ma jeunesse. Oui. Moi, je trouve aussi que ce Michel, qui ne s'appelle pas réellement Michel, mais on ne va pas en dire davantage d'ailleurs, a effectivement... On pourrait en dire davantage. Ah bon, oui, mais j'aimerais bien que les lecteurs lisent votre livre. On peut en dire davantage, si vous pouvez en parler au contraire. C'est même très, très intéressant. Enfin, je vais juste terminer avant pour dire qu'effectivement, je le trouve extrêmement attendrissant, tout en le trouvant odieux, bien entendu, mais extrêmement attendrissant, et de par notamment cette démarche de changement de prénom. Oui, voilà. Alors, c'est quelque chose dont on me parle beaucoup, le changement de prénom. Et figurez-vous que j'ai lu dernièrement un ouvrage sur les cocottes, les demi-mondaines et les courtisanes. Et toutes ces femmes-là venaient de milieux extrêmement modestes et elles ont toutes aristocratisé leur nom. Il y a Émilienne d'Alençon, Liane de Pougy. Et c'était un procédé assez courant à l'époque pour se hisser au niveau des ministres qu'elles voulaient glisser dans leur lit, ou des artistes. Elles ne pouvaient pas conserver leur prénom d'origine. Et il y avait une démarche, la même que Michel d'ailleurs, qui est celle de lire énormément, de prendre des cours de maintien, de culture générale, pour avoir suffisamment de conversation pour fréquenter des ministres. Et ça, Michel le fait, puisqu'il lit selon un quotidien, quels sont les 100 livres à lire, etc. Et uniquement, non pas pour être plus intelligent, mais pour paraître moins con, il lit les 100 livres, histoire d'avoir la conversation pour fréquenter et les notaires et les avocats. Et en ce qui concerne le prénom, il y a une de ces courtisanes qui dit « on ne peut pas garder le même nom pour plumer les pigeons que pour garder les oies ». Et en l'occurrence, c'est le cas pour Michel. Il change de prénom puisqu'il constate que, en regardant les ministres de la Ve République, aucun ne s'est jamais appelé Michael. Donc il lisse son prénom, il le passe de Michael à Michel. C'est un débat qui revient souvent dans nos sociétés. La question du CV anonyme, par exemple, ce n'est pas seulement l'adresse qui peut pénaliser, c'est le nom de famille. Et gommer tout ça pour
accéder à un boulot. C'est un débat qu'on a depuis une quinzaine d'années en France, non? C'est ça? Le CV anonyme. Et puis, eh bien, il y a eu des études qui ont été faites, cher Olivier. Je vais vous apprendre quelque chose de très récent qui montrait que le CV anonyme avait un côté pénalisant. Voilà, vous l'avez vu. Voilà. Parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le recruteur, quand il voit une adresse difficile ou un nom difficile, il avait de l'empathie, la tendance à privilégier, à se dire, bon, il n'a pas été dans les bonnes boîtes, mais on va lui donner une chance. Vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Nous avons lu la même étude, qui n'est pas politiquement correcte d'ailleurs, parce qu'il notait que lorsque le jeune venait d'un quartier difficile, le patron excusait certaines fautes. Voilà. Oui, mais c'est une vraie étude, donc on peut en parler sans problème. Alors quand c'est anonyme, on se base sur vraiment le beau parcours. Exactement, et donc il avait une certaine tolérance vis-à-vis des fautes de syntaxe et qu'il n'a plus quand le prénom ou l'adresse sont significatifs. Est-ce que je peux prendre de l'eau, s'il vous plaît? Allez, en direct, un peu d'eau pour Olivier Bourdeau. Alors pendant ce temps-là, je vais dire à Olivier, Catherine va se lever, voilà, va servir un peu d'eau à Olivier pendant ce temps-là. Mais moi, il n'y a pas besoin d'avoir lu une centaine de livres pour impressionner les avocats maintenant, parce que le niveau de culture générale des avocats, à quelques exceptions près, mais on n'est plus du temps des Jacques Vergès, des grands ténors du barreau de Paris, a beaucoup baissé. Il reste Hervé Thémine, par exemple. Oui, il en reste quelques-uns. Il reste Dupond-Moretti. Oui, voilà, mais... Ils sont l'honneur du barreau. Voilà, qui représente l'honneur du barreau, mais il y a 80% de la masse... Non, c'est vrai, vous avez raison. Ça a changé, on est déçus. Oui. Dieu merci, on ne voit que Dupond-Moretti et Hervé Thémine à la télé. Ils sauvent l'honneur de la profession. Ouais, Dupond-Moretti a quelque chose d'assez fascinant quand même, je dois le reconnaître. Dédé doit lui plaire. Je ne sais pas s'il a lu le roman, il plaît à beaucoup de gens, le Dédé. Et Dédé... Dupond-Moretti doit plaire à Dédé. Voilà, c'est ça. Hein. Il plaît énormément à Dédé, oui, évidemment. L'inverse des bobos, c'est le débauché de droite. Oui, bah écoutez, j'en avais assez que, en lisant la presse, le monde, la France se divise en deux catégories, le beauf et le bobo. Il me semble qu'il y a d'autres petites tribus satellites absolument sympathiques qui n'emmerdent personne, et j'ai inventé le Dédé, le débauché de droite. Alors ça, c'est une trouvaille que j'ai fait en fumant des cigarettes devant mon écran d'ordinateur. Il s'avère que j'ai la chance de fréquenter et de côtoyer beaucoup de libraires en ce moment, et à chaque fois les libraires aiment beaucoup ce Dédé et reconnaissent en connaître autour d'eux. Dans nos clients. Et je suis très heureux que les Dédés attirent autant la sympathie et des libraires et des lecteurs. Ah, nous sommes avec Catherine Gauthier de la librairie La Jarige et évidemment avec notre invité Olivier Bourdeau. Voilà. Catherine. Alors, la suite, nous venons de parler en fait essentiellement de Michel, hein, donc cet agent immobilier, flambeur, arriviste, affairiste, hein, malgré effectivement son côté attendrissant, un peu brouillon, un peu désordonné, qui vient à la Baule parce que c'est un lieu extrêmement prestigieux. Est-ce qu'on pourrait également parler de Jean, qui est l'autre protagoniste du livre? Oui, bien sûr. Alors, écoutez, c'est bien simple. Michel cherche à rentrer dans le monde à tout prix. Jean, lui, cherche à sortir du monde à tout prix. Il me disait que c'était des versions abouties de ce que j'ai voulu être à une période. Moi, j'ai travaillé dans les Marais Salants pendant 4 mois, et c'est vrai que cet univers en retrait, basé uniquement sur les saisons, le climat, m'a beaucoup plu, m'a séduit même. Et cette notion de me retirer du monde, je l'ai souvent vécu, éprouvé. Là, en l'occurrence, je peux vous dire qu'après 3 mois de promotion, je ne rêve que d'une chose, c'est de disparaître. Oui. Donc voilà, il y en a un qui cherche à rentrer dans le monde, l'autre cherche à en sortir. Il est né à Paris, ses parents sont des intellectuels, le père est universitaire, il élabore des théories, sa mère est professeure, elle les enseigne. Et comment vous dire,
on ne peut pas dire que ça se passe mal avec ses parents. Ça ne se passe pas. Il y a des familles dans lesquelles ça ne se passe pas. Il n'y a pas d'atome crochu. Il y a une sorte d'indifférence qui s'installe. Et c'est le cas dans ce foyer. Les parents sont trop occupés à frotter leurs neurones et lui se sent trop. Il ne se trouve aucune vocation. Il accepte la proposition d'éloignement que ses parents lui proposent au sommet d'un immeuble haussmannien à Pigalle. C'est à cette occasion qu'il rencontre Henri, le fameux débauché de droite, le Dédé, avec qui il s'entend à merveille. Néanmoins, comme beaucoup de Dédés, parfois, leur comportement et leur fréquentation peuvent être épuisantes. Et donc, ça se finit assez mal. Et à ce moment-là, il décide de venir s'installer sur la presqu'île, de racheter des marais, de les réhabiliter, de les remettre en eau. Il est inspiré par un documentaire de France 3 lors d'une insomnie. Il regarde ça et il se dit c'est magnifique, ça n'est pas un retour aux sources, c'est un aller aux sources, parce que c'est un endroit qu'il n'a jamais fréquenté. Voilà, il tente ce pari-là et je constate en lisant la presse que beaucoup de gens qui n'ont jamais vécu à la campagne fuient les capitales, notamment Paris, pour s'installer dans des endroits qu'ils ne connaissent pas, mais dans lesquels ils ont envie de se créer des racines. Car contrairement à ce que dit Attali, les gens qui cherchent des racines ne sont pas forcément des radis. Voilà. Ça y est, il balance, on reconnaît le fond d'Olivier Bourdeau. Là. Non, parce que c'est une phrase qui démontre la hauteur de la bêtise de l'individu. Attali nous explique que le monde est fait de gens qui doivent vivre avec une valise dans le nomadisme, d'aller de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel à peu près, voilà. Sans avoir aucune racine. Et, oui, non, alors écoutez, moi je vis de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, oui, et j'en ai plus qu'assez. Même si les hôtels sont magnifiques. Et parfois, on est bien de chez soi. Il va nous faire le coup, j'étais à Moscou hier, demain je suis à Marrakech. Eh bien, oui, non, mais c'est pas ça. Eh oui. Eh bien, c'est dans le livre. Eh bien, je suis désolé, je suis le bon élève de Jacques Attali sans le vouloir, parce que je suis à la Baule aujourd'hui et je serai à Pékin dans 10 jours. Mais c'est la vérité en plus. Mais oui, les gens ont besoin, comme c'est une société de plus en plus dématérialisée, les gens ont besoin de concret, de racines. Houellebecq disait, à partir d'un certain âge, on a besoin de voir du vert, quoi. Et lui s'installe dans un coin vert et il travaille la terre et il est heureux de ce métier. Voilà. C'est ce qui frappe quand même, c'est que ces deux personnages, donc aussi dissemblables soient-ils, ont quand même quelques points en commun. Alors je ne sais même pas si c'est... j'imagine que c'est volontaire. Peut-être qu'à un moment donné, ils vous ont quand même un petit peu échappé et ça se révèle dans le temps, parce qu'il me semble que tous les deux sont finalement plutôt heureux de leur sort, avant de se rencontrer, entre guillemets, ont en commun d'avoir voulu s'échapper à leur milieu d'origine, pas nécessairement pour les mêmes raisons. Et par contre, font face tous les deux à une grande solitude. Donc est-ce que ça n'est pas cette solitude qu'ils essaient de rompre en s'approchant l'un de l'autre et en essayant à tout prix de créer une relation, même si tous les éléments ne sont pas nécessairement favorables pour cela? Bien, écoutez, je suis heureux de vous dire que vous avez parfaitement résumé le roman. Ce n'est pas une pirouette non plus. Non, ce n'est pas. Ce n'est pas une pirouette pour ne pas répondre, car je vais répondre. Mais effectivement, au moment où ils se rencontrent, l'un et l'autre considèrent qu'ils ont réussi leur vie. Michel est riche, il quitte enfin la région nantaise pour s'installer à Paris. Car, comme tous les ambitieux, il procède par objectif et aboutissement. Et l'aboutissement ultime et le plus prestigieux, c'était de s'installer à Paris dans un bel appartement. Et donc, il est arrivé à ce stade. Et d'ailleurs, il veut quitter son statut de marchand de biens, qu'il raccroche à certaines pratiques amorales, et légalement amoral, parce que ça existe, le légalement amoral. Et il s'installe dans un palace baulois, et pour lui, sa vie est réussie. Il n'a plus qu'à se laisser glisser sur la voie qu'il s'est choisie. En ce qui concerne Jean, il a passé des années à chercher une vocation. Il s'est enfin trouvé un métier qui lui plaît, qui le comble. Enfin, il n'a pas besoin d'autre chose. Il a ses marais. Ses marais sont sa vie. Et pour revenir à leur rencontre, c'est vrai que
comme Michel pisse sur son tas de sel, Jean est en droit de considérer que ce type a pissé sur sa vie, en quelque sorte. Et c'est ça qui génère une relation extrêmement radicale. Et l'un et l'autre considèrent qu'ils ont réussi leur vie. Et c'est vrai que pour Michel, dont la solitude était mise au service de son ambition, c'est-à-dire qu'il ne fréquentait que des gens qui étaient en mesure de lui permettre de gravir les échelons sociaux ou de remplir son portefeuille, à partir de ce moment-là, il se dit, bon, je suis arrivé, je suis parvenu, je suis un arriviste arrivé. Et là, il commence à se dire, je vais peut-être commencer à me tourner vers les autres. Voilà. Et Jean fait office de compagnon idéal. C'est pour ça qu'il va, à mon avis, persévérer pour essayer de faire sa connaissance, de comprendre comment fonctionne ce métier dont il ignorait l'existence à peine 48 heures avant. Et en ce qui concerne Jean, ça fait quelques années qu'il est seul et il n'est pas mécontent de voir arriver cet hurluberlu au seuil de ses marais. Voilà. C'est le choc de deux solitudes. En l'occurrence, bon, il y a la solitude subie, qui est un drame forcément, mais quand c'est une solitude voulue, je crois qu'elle entretient quand même un certain ego. Il faut, comme disait Montaigne, il faut entretenir l'amitié que chacun se doit, mais quand on est solitaire, il faut avoir un certain amour pour soi. Et donc, voilà, deux solitaires, deux égoïstes qui se rencontrent, ça crée quelques remous, parfois, je pense. Quelques étincelles. À propos d'étincelles, dont on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'espièglerie de style. Moi, j'avoue que j'ai ri. Et mieux encore, j'ai ri de nouveau en relisant certains passages. Donc ça, c'est plutôt sympa quand on est capable de rire deux fois. Est-ce que vous vous êtes amusé en lisant? Est-ce qu'à certains moments, vous vous faites rire vous-même, en l'écrivant, pardon, pas en lisant? Lapsus révélateur. Vous avez failli faire révéler un scoop. Je ne l'ai que lu, ce roman, en fait. Je suis comme tout le monde. À partir de Bojangles, je me suis payé quelqu'un pour écrire le roman, c'était plus simple quand même. Là, c'est bien. Non, mais est-ce que vous vous êtes amusé, voilà, en l'écrivant? Oui. Alors, généralement, je m'amuse toujours beaucoup en écrivant. C'est quelque chose que j'aime bien faire. On ne peut pas dire que je crée dans une douleur absolue, même s'il y a des moments de doute et de pénibilité assez élevés dans l'écriture d'un roman. Globalement, c'est une activité qui me rend heureux. Oui, j'ai ri, j'ai souri, même si c'est très mal élevé de rire à ses propres blagues. Je ne ris pas forcément à ce que j'écris. Elles sont efficaces pour soi-même, c'est déjà un premier point. Mais je ris surtout du fait de les écrire et de savoir qu'elles seront désormais diffusées. J'ai ce luxe-là, quand j'écris une nannerie, de me dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont les lire et pourquoi pas rire avec moi. Donc ça, c'est assez agréable. La première partie du roman, je l'ai écrite lorsque si vous voulez, j'ai écrit le premier roman dont personne n'a voulu. J'ai écrit Bojangles dont personne ne voulait à l'époque. Tout le monde a acheté. Et j'étais à un moment charnière de ma vie où je me demandais s'il fallait que je continue à écrire ou s'il fallait que j'essaie de... Retourner dans l'immobilier. Ben non, ça, c'était exclu. C'était parfaitement exclu, mais... ou s'il fallait que j'essaie d'avoir une vie normale, parce que je n'ai jamais eu de vie normale. Et donc je me suis dit que j'allais m'acharner, qu'il fallait que j'écrive un troisième roman. Et en l'occurrence, j'ai commencé à écrire celui-ci, 150 pages. Au moment où Finitude m'a appelé pour me dire voilà, nous allons éditer Bojangles. Donc il y a eu une sorte de cirque euphorique pendant quelques temps, mais j'ai transmis Pactum Salis à mes éditeurs et ils m'ont dit qu'ils voulaient l'éditer. Et j'ai dû finir l'année dernière entre deux séances de promotion, les séances de promotion à l'étranger, des séances d'écriture. Donc j'ai beaucoup aimé l'écrire. Je considère que j'ai un peu grogné aussi parce que je manquais de temps. J'ai dû couper mon temps entre la promotion et l'écriture et ça m'a un peu agacé. Mais globalement, je passe des très bons moments en écrivant les romans. Ouais. Bien, merci. Je sais que vous passez quelques jours sur la presqu'île, sur votre presqu'île, Olivier. Ouais. Vous êtes avec votre compagne. Avez-vous eu le temps
d'aller l'inviter à dîner à l'océan. Et oui. Ah bah oui, et voilà, parce que ce livre, c'est aussi le guide Michelin de la presqu'île. Oui, je l'ai invité au bistrot de l'océan. Bah, c'est très bien. Au déjeuner, mais c'est très très bien et nous avons passé un moment sublime. Sur les rochers, c'est bien décrit. Oui, ça vous a plu les descriptions? Oui, la description est exacte, voilà. Bon, parfait. Je décris l'océan lorsque la terrasse était beaucoup plus grande, vous vous souvenez? Oui, sur les rochers, etc. Oui, il y avait un moment, et moi qui suis un grand fumeur, j'ai déploré la disparition de cette terrasse. Je trouvais qu'elle était absolument idéale. Mais enfin, ils ont laissé, c'est un peu comme dans la société actuelle, ils ont laissé un petit couloir pour les fumeurs. Et, voilà. Oui, après le premier rond-point. Oui, exactement. Pour les fumeurs. Il y a le nocibé aussi, et il y a... Ça, c'est bon, ça y est, le nocibé fait partie de l'histoire maintenant. Et voilà, mais c'est vrai que le nocibé est cité. Oui, mais au début j'avais dit un restaurant au nom d'île Malgache, mais finalement... On cité le nocibé. Ouais. Mais franchement, pour la promo au mois de juillet, c'est la description au début, la pluie, le mauvais temps. Je crois qu'on a tous vécu ça. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ce livre est merveilleux, mais il donne envie de venir à Eula-Baule. Quelqu'un qui n'est jamais venu sur la presqu'île, franchement, si vous avez vendu plus de 500 000 exemplaires en France sur le précédent, si sur le nouveau vous atteignez les 500 000, une brochure à 500 000 exemplaires distribuée dans toute la France, avec une description aussi précise, aussi magnifique de notre presqu'île, Monsieur Météo, président de Cap Atlantique, vous devriez accorder une subvention à Olivier Bourdeau. Voilà. Un statut d'ambassadeur. Un statut déjà d'ambassadeur de la presqu'île, avec... voilà. Oui, à défaut de me prendre sur sa liste, je pourrais au moins avoir un statut d'ambassadeur. Mais je rigole, je ne prends aucun honneur. Merci. Merci beaucoup. Catherine, peut-être un dernier mot ? Oui, alors moi aussi j'avais une question très similaire à celle de Yannick. Avez-vous emmené votre ami visiter les marais salants ? Oui, j'ai pas cette fois-ci parce que vous savez que lorsqu'il pleut un peu, et c'est le cas aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire. Ce fut le cas. Et ce fut le cas, oui. Eh bien, les marais salants sont impraticables, mais absolument dangereux. Donc, si j'emmène ma petite amie, c'est dans le seul but de m'en débarrasser. Donc, je l'ai emmenée lorsqu'il faisait beau, et elle a pu découvrir la féerie de cet endroit qui est absolument somptueux à tout point de vue. Donc, elle connaît les marais salants, elle a beaucoup aimé, mais je ne veux pas l'emmener pour vous en débarrasser. Non, voilà. C'est tout à votre honneur. Ce qui serait louche. Merci. Dans votre cas, ça serait très louche. Oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais compris vous en débarrasser, c'est-à-dire la laisser seule. Voilà. Auquel cas, ce serait une excellente nouvelle pour des milliers d'autres prétendants, sans doute parce qu'elle est très mignonne. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous, Olivier. On a balancé quand même. On a balancé. Merci, on a eu le plaisir avec Catherine Gauthier de la librairie La Jarige de passer donc ce moment et ça nous fait vraiment très plaisir. Mais vraiment, c'est très sincère, du fond du cœur. Moi aussi. Avec Olivier Bourdeau. Vraiment, c'est très sincère. Voilà. Vous m'avez dit tout à l'heure, ça faisait plus de 10 ans que nous ne nous étions pas vus. Bien, écoutez, revoyons-nous avant les 10 prochaines années. Oui, j'étais ravi de vous revoir. C'était partagé, cher Olivier, vraiment. Et voilà, à acheter absolument Pactum Salis, à lire cet été sur la plage. Tout le monde doit être au bord du sable posé Pactum Salis. Il y aura des contrôles qui seront faits, des contrôles, une répression même qui pourra être engagée. Et voilà, ce sera simplement un critère d'avoir lu Pactum Salis, l'avoir à côté. Ce sera un critère de beauté, d'intelligence, de raffinement, de bon goût, d'éducation, d'impertinence. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci. Ok. Et bien sûr, on l'achète à la librairie La Jarige. De préférence, merci. Merci Catherine et merci Olivier Bourdeau.